pour, on dit ça, c'est comment en français? Hein? Un pacte, oui. Un pacte national pour avoir l'alimentation. Mais ça me touche. Ça montre que tous nos chefs de l'État ont pris l'engagement ferme pour le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps. Déclencher toutes nos potentialités agricoles pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est déclencher, optimiser toute la potentialité que nous détenons pour aussi contribuer à nourrir le monde. Et moi, en tant que président de la Banque africaine de développement, on y voit la façon dans laquelle les chefs de l'État ont pris ça. Dans les boardrooms, ils sont là plusieurs heures, des heures, ils travaillent, ils discutent avec les gens. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Ça montre que le moment est venu pour faire la transition de la volonté politique qui est là. Pour que ça devienne la politique d'action. C'est ça que je voudrais dire, c'est vraiment très très important. Quelle est les choses aussi qui est très importante pour ce sommet? Ce sommet, c'est pour développer pour chaque pays. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le but? Soit quel produit, si c'est le blé, c'est le riz, c'est le manioc, c'est le folio, je ne sais pas, tout ça va. Quels sont les buts on doit arriver à autosuffisance, donc 3 à 5 ans, et on termine avec toutes ces discussions-là. Et avec un système de suivi transparent, avec la comptabilité qu'il faut, pour que toutes les choses qui ont été décidées seront exécutées, implémentées, avec le suivi et la comptabilité qu'il faut. Parce que notre comptabilité, ce n'est pas à nous, nous savons la comptabilité à la population que nous savons. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette pacte, qui est vraiment très innovatrice dans une façon de travailler. En plus, qu'est-ce qui est différent? Le chef de l'État ont décidé qu'eux-mêmes, ils vont créer le conseil de haut niveau pour faire le suivi de tout ce qui est décidé dans le pacte pour l'exécution sur leur présidence eux-mêmes. Ils vont prendre les choses à la charge. Vous savez que c'est comme ça. Je me souviens, j'ai parlé avec quelques chefs de l'État. J'ai dit, la tâche peut être déléguée. Mais on ne peut pas déléguer la vision. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très remarquable que nous avons accompli. Et troisièmement, pour nous, une Afrique avec une population qui est enfin de 283 millions de personnes. Ce n'est pas acceptable, on sait. Mais ce qu'on devrait faire, c'est comment on va financer tout ça là. Et je dois vous dire qu'on a réussi beaucoup. La Banque africaine de développement, le financement de 10 milliards de dollars pour assurer l'exécution, l'implémentation des choses qui ont été décidées. Et nous avons continué à avoir les discussions avec les autres partenaires. Et je dois vous dire, comme vous avez vu, monsieur le ministre vient d'annoncer, c'est notre communiqué. Aujourd'hui, nous avons ces 30 milliards de dollars contribués par la BAD, Banque islamique de développement et tous les autres partenaires, ils sont là, aux États-Unis, l'Union européenne, le Barrière, BOAD et FIDA, tout ça là, il y en a plusieurs. Et il y a les autres aussi qui viennent, hein. On est dans le début, c'est ça. Mais vous avez le momentum est là. On n'est pas là pour parler. On est là pour faire des actions. Les gens ont l'attente majeure.
Et le moment que nous savons, c'est un moment, comme le chef de l'État sénégalais a dit, soit on est dans une, comme le président a dit, non, vous avez un voie de croissance, un chemin qui va ici, croissance de chemin. Vous avez ici, c'est des espoirs. Ici, c'est pour l'espoir pour une nouvelle Afrique. L'Afrique qui se nourrit avec la fierté et qui peut aussi continuer à nourrir le monde. Enfin, je voulais dire que cette situation, c'est un exemple que les actions politiques suivent des résultats concrets. Parce que nous avons montré à tous les chefs de l'État que les technologies pour nourrir l'Afrique existent. Que, par exemple, pour le blé, comme vous l'avez vu pour l'Éthiopie, la Banque africaine de développement a soutenu l'Éthiopie sur le blé. On l'avait donné pour l'Éthiopie, semences améliorées qui adaptent à la chaleur, de blé, de 65 000 tonnes. Et 65 000 tonnes, vous savez ce que ça veut dire? Le Airbus, non? Aéroplane, hein? Airbus 380, 90, 380. Les passagers, le carburant et les bagages. Ça fait 98,4 tonnes. Quand je parle de 65 000 tonnes, vous pouvez imaginer, hein, ça veut dire c'est presque 666 Airbus 380 sur les pistes. Ils sont augmentés. Les surfaces cultivées en blé qui résistent à la chaleur de 2018, 5 000 hectares. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 800 000 hectares. Devenir autosuffisant en blé dans une période de 4 ans. Ça veut dire que si on peut faire ça, c'est possible. Les technologies existent, les plateformes existent. Nous avons fait la même chose pour le Soudan. En 3 ans, ils ont cultivé 317 000 hectares. En 3 ans, ils ont coupé l'importation par 50%. Ça veut dire que ça peut se faire. C'est la raison pour laquelle tous les ministres de l'Agriculture, tous les ministres de Finances, tous les gouvernants de banques centrales se réunissent autour de ça, que le moment est venu. Il faut prendre le temps, pourquoi pas, nourrir nous-mêmes. Les technologies existent, les plateformes existent. Donc voilà les résultats concrets de l'Afrique. Les technologies existent plus performantes qu'aujourd'hui. Et les atouts de l'Afrique, ce sont les jeunes. Les gens doivent prendre l'agriculture au sérieux, agriculture comme agribusiness, et nous, tous les bailleurs de fonds, on dit partenaires de développement, on va tout faire pour que les femmes soient financées, les jeunes soient financés, et le secteur privé doit être engagé dans ça. Donc voilà ce que nous avons pu accomplir dans 3 jours de travail. Et je voudrais enfin vous remercier de vous, en tant que les leaders, les journalistes. Écrire le message de l'Afrique. Message de la détermination, de la résilience, de se nourrir nous-mêmes. Ce n'est pas basé sur le mot, on ne mange pas le mot. Mais c'est voir que ça marche. Le moment donc est venu pour qu'on aille ensemble. À la fin quand même, on dit, ça c'est le passé. Nourrir, on s'est nourri, c'est le passé. Le moment est venu maintenant de devenir riche avec l'exportation des choses
tout cela. Voilà ce que je voudrais dire en sommet de tout le sommet de Dakar 2. En terminant, je voudrais remercier une fois de plus le gouvernement du Sénégal et sur le leadership du président Macky Sall pour toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition. Donc merci beaucoup d'être là. Merci pour votre intérêt en tant que journaliste. Et ce que vous avez des questions, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Je pense que c'était important pour moi de vous dire le perspective peut-être, toutes les choses avant de commencer avec les questions. Donc merci. Thank you very much, Mr. President, for that strong message and compelling illustration of what this summit is setting out to achieve in a very practical sense. It's my pleasure now to hand over to Mr. Minister Wendia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois, à la suite de Monsieur le Premier ministre, vous féliciter. Vous remercier d'avoir choisi le Sénégal, parce que cette conférence, pour le tenir ailleurs, et nous allions également nous déplacer de l'intérêt du sujet. Le président Macky Sall vous considère comme un Sénégalais. Ça, vous le savez, parce que lui aussi, il sait que vous portez le Sénégal dans votre cœur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le monde a vécu ces dernières années beaucoup de changements. D'abord, c'est les conséquences du changement climatique. Ensuite, les conséquences de la crise sanitaire. Et enfin, les conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Peut-être ces trois événements réunis nous ont fait ouvrir les yeux pour qu'on puisse se rendre compte d'abord que cette mondialisation qui a été tant chantée a certainement des limites. Nous nous sommes retrouvés pratiquement tous les pays dans des difficultés, notamment sur le plan alimentaire, parce que subitement tous les prix ont flambé dans tous les pays. Ce n'est pas uniquement sur l'alimentation. C'est sur l'alimentation, sur l'énergie, sur beaucoup de secteurs. Mais l'alimentation, je pense que c'est le number one. Quand on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu déjà ces conséquences de la guerre, le président Macky Sall, au moment où il fait toujours certainement chaud au niveau de la Russie et de l'Ukraine, mais il faisait chaud, à ce moment-là, il s'était déplacé pour plaider pour que l'Afrique puisse avoir accès au blé et au maïs, parce que nous sommes très dépendants de cette zone. Il y a eu également, lors du sommet des Nations Unies, cette initiative que le président Macky Sall a eu avec le président Macron, pour qu'on puisse accéder également aux engrais. Parce que c'est difficile aujourd'hui de développer notre agriculture sans les fertilisants. Et que, comme vous l'avez si bien dit, lorsque vous vous êtes vu avec M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, vous avez décidé de co-organiser à Dakar ce sommet de Dakar 2, comme vous l'avez dit, 7 ans après Dakar 1, avec une approche quand même très innovante. Parce que, en vue de la préparation de Dakar, tous les pays africains intéressés par présenter des pactes nationaux, comme vous l'avez dit dans les termes de référence, ont eu à mettre en place des comités. Je dirigeais celui du Sénégal pour préparer notre pacte national de souveraineté alimentaire. Il faut peut-être dire qu'au Sénégal, peut-être nous avons ceci, peut-être de particulier, je ne suis pas sûr que c'est le seul, parce que depuis quelques mois, dans beaucoup de pays, pas uniquement africains, les ministères de l'Agriculture ont souvent vu l'étiquette souveraineté alimentaire collée à leur dénomination. C'est le cas du Sénégal et j'ai découvert que c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Le président Macky Sall nous avait chargé de définir
et de lui soumettre notre stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, au moment où on finissait de définir la stratégie, le pacte est venu. J'ai voulu d'ailleurs vous présenter toute la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal pour les 5 prochaines années. Le budget était assez lourd. Le président Macky Sall nous a dit d'en extraire une partie et de vous soumettre ça. C'est ce qui fait que le Sénégal avait soumis ce pacte national de souveraineté alimentaire de 2,4 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que la presse n'était pas présente dans les salles. Je pense qu'il fallait le faire. C'est une expérience, à mon avis. On devait l'ouvrir parce que moi, c'était la première fois que je le vois, comme vous l'avez dit. C'est le président de la République en personne, lorsqu'on présentait le pacte national pour le Sénégal, qui était venu lui-même en face des partenaires, avec un dialogue direct, présenter les éléments, demander ce que chacun s'engageait à faire. Et j'avoue que nous sommes sortis de la salle, c'était le jour 1, très satisfaits, parce que les engagements qu'on a entendus nous faisaient non seulement beaucoup de plaisir, donc on sortait avec beaucoup d'espoir. L'engagement de la BAD nous a donné un coup KO, comme le président voulait le dire, parce que c'était tellement important. Donc, nous avons fini. Donc, on parle aujourd'hui maintenant, comme vous l'avez si bien dit, la BAD s'est engagée pour 10 milliards de dollars. Les partenaires présents ici se sont engagés pour 20 milliards de dollars. Je pense qu'il y a de quoi démarrer et démarrer vite. Parce que, comme je le dis souvent, ventre vite n'a pas d'oreille, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui nous avons faim, comme vous l'avez dit, les chiffres le montrent, 283 millions d'Africains ont faim, et nous avons le potentiel pour nous nourrir. Donc, il faut qu'on y aille, et qu'on y aille vite. En tout cas, au niveau du Sénégal, nous sommes prêts, et je pense que nos autres collègues de l'agriculture en général sont également prêts pour le moment. Voilà ce que je voulais dire dans une petite introduction. Et je pense que nous sommes prêts en tout cas à répondre à vos différentes préoccupations. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Minister. Ladies and gentlemen of the press, I'm now coming to you, Mr. Minister and the President of the African Development Bank. Before you, members of the press drawn from more than 15 African countries, national, regional, international media are represented here, and you're hearing the message loud and clear. You want to go out there and convey that message. So it's time now to come to you for your questions. Raise your hand up. The microphone is going to come to you. So we'll start with you here, the lady here, with the headscarf, and then I'll come to the side. Where's the microphone? Yes, please. Bonjour tout le monde, c'est Adama Dioufli. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise, APS. Merci au président du groupe de la BAD. Merci à monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur Ligne. J'avais deux préoccupations et le président de la BAD a commencé à prendre en compte l'une, c'est le suivi qui sera fait des actions que vous avez dit que ce seront des actions concrètes. Nous avons annoncé la mise en place d'un haut conseil et de revenir sur la structuration de ce haut conseil. La deuxième question porte un peu sur les spécificités, les spéculations qui sont produites de part et d'autre en Afrique. Comment se fera les échanges à travers la ZLK, à travers d'autres dispositifs qui seront identifiés, parce qu'on sait que chaque pays a une spécificité agricole. Comment le blé partira de l'Éthiopie vers le Sénégal et d'autres destinations. Vous pouvez préciser la première question? La première question, oui, précisément. Ah d'accord, c'est sur le suivi. Vous avez annoncé la mise en place d'un haut conseil. Quelle sera la structuration de ce haut conseil et est-ce que c'est déjà mis en place à partir du forum de Dakar? C'est la première question. Peut-être la troisième question, c'est un peu la clé de répartition pour le financement. 30 milliards, il faut démarrer et démarrer vite. Est-ce que les pays ont déjà obtenu leur part et est-ce que c'est à partir de votre
que les engagements ont été pris et seront mis à la disposition des différents pays. Merci beaucoup. Okay, give to the lady next, then I'll come to that side. Merci beaucoup. Je pense que ma première question a été prise en compte par ma conscience par rapport au sujet. Merci. Well, I'll come to the other side for two questions. Hello, madam. Give the gentleman a suit here. Yeah, we. Thank you so much. My name is Abuliki Samila. I'm from Botswana, and I'm a member of the Agenda 2063 Media Network, which is largely coordinated by AJ and APAT. Also given the responsibility to coordinate the program for infrastructure development in Africa Journalist Network. My role is to really talk about infrastructure development. I've been to a large part of Africa, and especially rural areas where farming takes place. So I want to know what the role that the African Development Bank is playing in ensuring that there is quality or rather basic, infrastructure. If I can give an example about farming in Botswana, where in rainy seasons, farmers are not able to access the markets, they are not able to also access their farms. So what is the role that African Development Bank is doing at national levels to ensure that there is at least basic infrastructure for farming? Mr. President, I'm Kennedy Wandera. I work for the Voice of America. I'm based in Nairobi. I'm also the chair for the Foreign Press Association Africa, a professional body that brings together all the international journalists covering Africa. You indicated in your closing remarks, and it's something that you also indicated earlier when you opening this particular summit, that there needs to be strong political will and accountability. Now, one of the things that you announced at the closing of the summit is that there has been formed a presidential high-level council to oversee the implementation of food and agriculture compacts. Now, what level of accountability will we be expecting from the heads of state who've been here? Because we have countries like Kenya, for instance, that is facing worst food crisis in 40 years. So, are we leaving it to them, or there's some sort of accountability at the council? Thank you. Okay, thank you, Mr. President. Let's start with those ones first. The first question, which is with regard to the follower for la suite, la structure. La question était en français, non? Ah, donc je m'excuse. Je vous avais demandé, madame, la question sur la structuration de ces systèmes de suivi. Et dans les partenariats, il faut toujours avoir le pays qui vont de l'avant. Et nous, on soutient ce que le pays veut faire. Donc, ce sont les chefs de l'État maintenant. Après ces sommets, il y a le travail chez eux pour la constitution de ces hauts conseils sur les pactes. Ça, c'est pour la chef de l'État pour le faire. La composition dépend de chaque État, ça dépend de différentes choses. Je vous explique pourquoi ça c'est important. Quand moi j'étais ministre de l'Agriculture du Nigeria, on a fait énormément de transformation de l'agriculture. Un jour, j'ai rencontré le président, il dit, monsieur le président, il fait mon boulot, il fait mon travail. Les choses remarquables. Mais il vous faut, en tant que chef de l'État, un système pour voir, indépendamment de ce qu'on vous dit, comment les choses se passent. Et donc, je vous conseille de créer un comité de haut niveau. Les gens sur lesquels je ne veux pas avoir influence. Influencé. Pour qu'il y ait un transparence. Il dit, ok, vous savez quelle est votre sélection. Quand j'ai dit, ok, j'ai 5 noms. Premier, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Deuxièmement, Bill Gates.
Troisièmement, le président de la BAD. Quatrièmement, le président de FIDA, Fonds international de développement agricole. Et il y avait le cinquième, qui était le président, directeur général d'une grande compagnie qui s'appelle Del Monte Global. Voilà. On avait écrit les lettres, on avait fait les choses. C'est comme ça qu'on avait constitué ça. Et moi, qui fais le travail avec les autres ministres de la transformation, on était obligé de faire les présentations des résultats à eux. Donc, moi, j'ai mis la pression sur tous les directeurs qui travaillent au ministère. Parce qu'il ne faut pas avoir une réunion avec Kofi Annan et avec Bill Gates pour dire, ah non, on fait quoi? On fait comment? Non. Donc, nous voulons que ce soit le président qui décide, mais c'est juste pour vous donner une idée. Je ne dis pas que ça sera comme ça dans chaque pays. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est d'avoir les gens, les hommes, les femmes, qui connaissent les choses, qui peuvent donner l'orientation pour dire, voilà, ça marche, il faut changer ici, il faut changer là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que c'est pour les chefs de l'État à décider. Et votre question sur ce qui concerne l'échange. L'agriculture, il y a la production, il y a la commercialisation. Mais il faut avoir le marché. Comment ça va se faire dans une solution avec les zones de libre-échange continentales? Tout d'abord, vous ne pouvez pas avoir les échanges si vous n'avez pas les choses à échanger. Donc, il faut toujours produire beaucoup pour avoir les secousses pour lesquelles on peut faire les échanges. Ça, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'on va doubler la productivité de toutes les... Il faut avoir beaucoup de choses à faire. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître qu'on peut tout produire. Mais si le niveau de perte, c'est 80% de ce que nous produisons, c'est... Hein? Et 40% de ce que nous produisons, c'est 40 000. Ce que nous produisons est pourri. On fait comment? Mais pour le tomate, ce n'est pas même 40%, c'est 80%. Les gens récoltent de tomates, vous mettez dans la chaleur. Hein? Et vous produisez des offres, vous mettez sur les bâchers, sur les routes qui sont là comme ça. Le gars arrive au marché, mais toutes les offres sont déjà cassées. Les oignons, j'ai demandé au président Macky Sall, on est en train de discuter, vous produisez beaucoup d'oignons, mais il y a beaucoup de pertes de cela. Et alors, au Maroc, ils ont les technologies plus performantes pour la conservation de ça. Donc, il faut qu'on travaille sur la conservation de ce que nous produisons. Sinon, c'est un gaspillage. Et troisièmement, il faut le système de stockage. On peut stocker les choses, parce que toutes les choses que nous produisons, on ne peut pas vendre le même jour, non? Il faut un système de silo avec les logistiques pour le système de stockage. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait le financement pour faire le commerce. C'est le commerce, on n'a pas de financement. Et il y a des choses qui restent là-bas qui sont détruites, mais il n'a pas l'argent pour aller acheter là. Donc, quand on parle de financement, ce n'est pas simplement financement pour les paysans. C'est important. Mais il faut financer toutes les chaînes. Parce que si on produit le tomate, et il n'y a pas personne qui va acheter le tomate, il ne faut pas vendre, il ne faut pas amener le camion là-bas. Donc il faut le transporteur, les gens, tout cela, il faut qu'on fasse ça. Et enfin, il y a le, je ne sais pas comment dire en français, yeah, it's the commodity exchange. La bourse, non? La bourse d'échange. Hein? Pardon? Oui, la bourse d'échange. Ce n'est pas pour matière première, c'est juste la bourse d'échange, market exchange, pour laquelle les gens peuvent donner l'offre et la demande, le prix et tout cela. S'il y a la production quelque part, il y a le déficit de quelque part, on sait les choses, l'information doit circuler. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, et ça, je vais insister sur la question. Les gens qui vendent
les produits de l'alimentation en Afrique, ce sont les femmes. Quand on parle de zone de libre-échange, il ne faut pas agresser les femmes. C'est eux qui contrôlent ces marchés. Il leur faut accès à l'information. Il faut la protection des femmes. Hein, et il faut leur donner, parce que parfois les gens n'ont pas, vous savez que l'éducation, on dit parce qu'on parle anglais, on parle français, on dit que les gens sont analphabètes. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ça ne veut pas dire que je suis bête quand même. C'est malade. Il faut, ce que je voulais dire, c'est que le commerce doit se faire dans plusieurs langues. Ce n'est pas question de que, parce que la femme là ne peut pas parler français, donc on dit que non, tu dois être informel. Informel. Ça veut dire informel de quoi? Donc, il faut donner des systèmes qui donnent le renforcement pour ça. Et enfin, il faut qu'il y ait les infrastructures. Je vais les donner parce qu'il y a la deuxième question. The second question was on infrastructure. And I'm glad that the head of network is here. Madam Hannah, thank you for coming. Infrastructure, and she's having a summit here, I think, on the next week, yeah. So, but infrastructure is very important, but Africa has a deficit of infrastructure of $68 billion to $108 billion per year. But for us at the African Development Bank, in the last 6 years, we have invested $44 billion on infrastructure, from power to roads, to water, to sanitation, to digital infrastructure, to transport corridor, to one-stop shop on things. So we are investing massively on infrastructure. You say you're from Botswana. Okay, so the Nakala corridor and also the Kazungula bridge, which makes it easy to move things in the region. There are some of the types of things that we do for infrastructure. But your question was about rural areas. And I want to really say it's an excellent question, because a lot of infrastructure today concentrates in urban areas. Large population are in the rural areas. The reason why that happens is because the economic viability of infrastructure is low in the rural areas, because their source of livelihood, agriculture, is not viable. So that's why we are investing. You had the Minister of Agriculture on the panel yesterday talking about the special agro-industrial processing zone, agro-pole, that we are doing here in the north, in the center, and in the south. These special agro-industrial processing zones are going to change the density of infrastructure in rural areas around agriculture. Power, water, roads, irrigation, storage, logistics. What will that do? It will make agricultural processing and value addition profitable, close to where the food is produced. So you don't need to move raw materials, you will move finished agricultural products. It will create jobs, it will reduce rural-urban migration, it will add value, it will create fiscal space in rural economy. Towns will develop all around those places. Services will come closer to farmers. So in terms of special agro-industrial processing zones at the African Development Bank, in the last 2 years, we have invested $1 billion. We have 13 projects on special agro-industrial processing zones in 11 countries, and for a total of 23 projects. And you have some of the results during the panel. And in Botswana in particular, I have been in discussion with, the last thing I did before going to the plenary was to meet with the Prime Minister, the Vice President of Botswana. And we agreed that the bank will support the development of special agro-industrial processing zones for processing beef in Botswana.
Now, the question from Kenneth at the Voice of America about the presidential councils on the issue of accountability. You know, we, the partners that are putting together the resources around governments, we are going to put in place a way in which we can monitor. So transparency, accountability, monitoring, evaluation will be a very, very important part. And of course, because the presidents are the level ones driving it, that's the highest level of accountability you can ever have. When a president says, this is going to, you have what you were saying about President Macky Sall. I was in the boardroom with President Macky Sall, with him and all the other ministers. And I look at him, he's asking questions, okay, le financement, et tout ça. So, when you see a head of state whose heart is there, that is the highest level of accountability. And I have every confidence that the heads of state will do exactly what they promised. Thank you, Mr. President. Before I come to you, I think let me go to Mr. Minister here. There might be something you want to add on to the responses that we've had from Mr. President, and particularly on the SAPZs, the Special Industrial Processing Zones, and how they're working here in Senegal, just in response to the question asked from our journalist from Botswana. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voulais juste peut-être revenir sur l'interrogation de Madame Diouf, qui pose la question relative au choix des spéculations. En fait, dans le cadre des compacts, d'abord, ce que nous avons tous cherché, c'est la souveraineté alimentaire. Ça veut dire que nous devons produire ce que nous mangeons et nous devons manger ce que nous produisons. Donc, si vous prenez un cas concret, le cas du Sénégal, qu'est-ce que nous mangeons? Voilà. Principalement du riz. Donc, vous avez répondu à la question. Si nous voulons produire ce que nous mangeons, nous devons dire, dans la situation actuelle, quand vous regardez au Sénégal ces 5 dernières années, nous importons en moyenne 1 million de tonnes de riz blanc. Cette année 2022, on en a importé 1 300 000 tonnes. Nous savons ce que nous avons produit. Si nous ne voulons plus dépendre du riz venant de tel ou tel pays, ça veut dire qu'on se dit d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à terme, avec l'évolution de la population, on puisse être suffisant en riz. Et c'est cette même approche qui a été utilisée pour les différentes spéculations que nous avons ciblées. Pour le maïs, même chose. Nous avons importé, cette année 2022, 380 000 tonnes de maïs. Nous produisons du maïs. Donc dans les 5 ans, ou peut-être dans les 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour être suffisant en maïs? La même chose pour le blé. Nous avons importé 700 000 tonnes de blé. Aujourd'hui, ça va être difficile de dire aux Sénégalais arrêtez de consommer du pain. Il leur faut le blé. Si nous voulons faire le blé, c'est à nous de voir dans nos options. Est-ce que nous voulons être autosuffisants en blé? Est-ce que nous voulons regarder l'expérience de l'Éthiopie? Mais est-ce que nous voulons diminuer notre dépendance par rapport aux importations? Voici ce que chaque pays a fait. Le Sénégal l'a fait. Donc, pour faire du riz, c'est comment? On a généralement 2 types de riz que nous produisons. Le riz pluvial, où on compte sur la pluie, et le riz irrigué. Donc, nous avons les surfaces, nous devons en faire. C'est comme ça que le pacte national a été fait pour toutes les spéculations. On fait la même chose pour la viande. Au Sénégal, nous savons d'où nous venons. Il y a 10 ans, on faisait à peine 170 000 tonnes de viande. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 300 000 tonnes de viande. Comment nous l'avons produit? Quels sont les objectifs que nous visons? Peut-être nous avons un niveau de dépendance moindre pour la viande et nous faisons également la même chose pour le poisson. Voilà donc cette addition de différentes spéculations qui nous permet de dire à tel horizon, nous devons être autosuffisants pour toutes ces spéculations. Ce que nous avons fait, c'est ce que les autres pays ont fait, chaque pays faisant en fonction de ce qui se mange le plus chez lui. Et je pense que quand chacun d'entre nous parvient à faire ce plein de production,
nous allons, le reste c'est peut-être le marché qui va l'arbitrer. Monsieur le Président a dit tout à l'heure quelque chose de très important. Au Sénégal, nous sommes autosuffisants en production d'oignons. Nous sommes autosuffisants. Mais qu'est-ce qui se passe? En moyenne 2 à 3 mois de l'année, on ouvre le marché. Pourquoi? Parce que nous perdons entre 35 et 40% de notre production. Parce que tout simplement, nous avons des déficits dans la conservation et dans la transformation. D'ailleurs, M. le Président de la République va lancer le 31 janvier un programme de réception de matériel agricole couplé d'un programme de construction de magasins de stockage et d'entrepôts frigorifiques. Parce que déjà, nous avons un programme qui est en cours, qui est déjà signé, et ceci nous permettra, en y ajoutant ce que le privé fait, de pouvoir conserver. Ce qui fait que normalement, si nous parvenons à aller vite pour la production d'oignons, peut-être qu'on n'a pas besoin de beaucoup produire, en tout cas par rapport au niveau actuel, mais on a besoin beaucoup plus de conserver et de transformer, et là je même pour d'autres produits horticoles. Voilà déjà à ce niveau ce que je veux dire. Il a raison. Nous sommes en train de dire, nous devons produire, conserver, transformer. C'est ce qui nous amène à la table. Aujourd'hui, nous devons faire un focus également sur la transformation. Et le Sénégal a choisi, c'est moi-même qui avais lancé à l'époque ce projet, j'étais à l'industrie, en tant que ministre de l'Industrie et des Mines, les agropoles. L'idée, c'était qu'il y avait cette jonction entre l'agriculture et l'industrie pour qu'on puisse, au Sénégal, on avait défini 4 agropoles. Dans un premier temps, c'était 3, finalement, on en a mis 4. L'agropole du centre, aujourd'hui, a déjà le financement, je pense, de la BAC et de la BUT. L'agropole du sud, également, a déjà le financement. Nous regardons aujourd'hui tout ce que l'écosystème de production du sud ou du centre. Par exemple, quand on ira dans le centre, ce sera certainement l'arachide, beaucoup de céréales. Quand on ira dans le sud, nous aurons la mangue, nous aurons les fruits, nous aurons également certainement du riz. Donc, toutes ces productions, il faut aujourd'hui les augmenter et les amener dans ce qu'on appelle les agropoles et les transformer. Donc, ça, comme il est dit tout à l'heure, ça va minimiser tous les transferts de matières premières et ça va améliorer la transformation, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée. Voilà. Thank you very much, Mr. Minister. I'm getting indications that the time has run out because our guests are required elsewhere. So, Mr. President, I think you'll allow me to end the press conference now. Just two very quick questions. Very quick questions. So, maybe 3. Because sorry, but the media have waited for us a long time, and I want to be respectful. So I'll say we take 3 questions. Maybe 4 questions, but keep it short because we have an engagement and we will try to keep our comments also very short. So let's do that. Please, let's have the questions and then we will close because we have to be at the next event. if the microphone can go to the gentleman at the back, those 2 gentlemen, the gentleman and the lady, then I'll come. Yes, okay, I'll come, yes, sir. Bien bonjour, chers autorités, chers sommités. Moi, c'est M. Amadou Tidiane-Sow. Je suis du journal agricole du Sénégal, je suis de la presse agricole. Monsieur le ministre, merci d'avoir fait le plaidoyer pour la presse. Parce qu'il était important pour que la presse soit dans les starting blocks, les 17 compacts nationaux. C'était important qu'on soit présent dans le compact. Maintenant, Monsieur le ministre, au niveau des compacts, est-ce que le Sénégal a tenu en compte la cartographie agricole? Parce que le Sénégal a une histoire depuis Mamadou Dia qui a fait un plan agricole extraordinaire. L'autre aspect, M. Adissena, son excellence, est-ce que la BAC va plus davantage tenir compte de la presse agricole? Parce qu'apparemment, je ne vois pas la presse agricole sénégalaise, ce que nous déplorons. Merci beaucoup.
Monsieur le docteur, oui, c'est juste par rapport au combat préliminaire. Combien de pays ont combat et est-ce que tous ont été validés? Il n'y a pas besoin de soulever ici. Thank you, Mr. President, for taking my question. First of all, I want to thank the Republic of Senegal and the African Development Bank for this generous hospitality and warm welcome. My question is, when are all the commitments and the pledges announced during the three-day summit are expected to come into effect? And as an Egyptian journalist, it's really important for me and for our readers to know how all the commitments, announcements, and pledges announced during the summit will benefit the Egyptian economy amid this challenging time, especially that Egypt is ranking the largest globally as an wheat importer and a heavy importer of other commodity steel. Thank you so much. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Moussa, oui, je suis de la BTV. Alors, les organisations paysannes en Afrique recommandent à la BAD et aux banques centrales africaines de mettre en place des stratégies, des programmes de loi, des lois et des règlements permettant aux banques de développer de développement et de commercialisation, ainsi qu'aux institutions de microfinance de prendre des mesures judiciaires et d'augmenter qualitativement et quantitativement l'offre de crédit agricole en général et en particulier la partie destinée aux activités et aux investissements du secteur agricole pour l'adaptation ou l'atténuation avec des modalités adéquates et avec également des taux égaux et inférieurs à 3%. Qu'est-ce que la BAD prévoit dans ce sens? Est-ce qu'elle est prête à répondre également à cette sollicitation? Elles ont également donc déploré la communication parce qu'elles demandent à être mieux impliquées dans les décisions. Est-ce que dans la communication également, les organisateurs, les structures, mais également les États sont prêts à mieux impliquer véritablement dans ces organisations prises? Merci. Okay, thank you so much, Mr. President. Let me start with the journalist who was talking about maybe you should. Let me just start. On the article, on the media. Et vous avez dit, c'est le gars qui doit le média là-bas, moi c'est président là-bas. Et vous voyez plein de monde de médias ici. Et les médias sont polyvalents. Même si les gens sont spécialisés dans quelque chose, médias c'est médias. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis en cuisinier, je fais que j'aime, hein? Mais il ne faut pas croissant, il ne faut pas... Non, ce qui importe, c'est le message. Le message, c'est très critique et basé sur le message. La Banque africaine de développement, nous soutenons beaucoup de médias. Même pour les assemblées annuelles de la Banque, il faut vous expliquer tout ça là. Il faut qu'on focalise sur les choses importantes. C'est le résultat, communiquer les choses, c'est ça qui est important à mon avis, et les médias sont toujours polyvalents. En ce qui concerne combien de pays ont présenté le compact, c'est qui m'avait demandé cette question. Je ne sais pas. C'est en français, non? Ok. Et nous avons préparé 40 compacts. Et c'est le lieu de aussi remercier la FAO et le FIDA et les autres institutions que nous avons aidées à la préparation des pactes. Donc, je pense que ça, c'est bien. Et nous avons eu les salles de discussion sur les différentes compacts. Je me souviens, le premier jour, il y avait eu 10 présidents et 10 salles de pactes, de discussion de pactes. L'après-midi, c'était 9,
ça c'est at least 36, et il y avait les gens qui viennent de terminer. Donc je pense que tous les pays qui ont été engagés ont eu la chance d'avoir leur discussion. Il y avait même hier, jusqu'à tard dans la nuit, les chefs du représentant du gouvernement qui ont été là-bas. Et en ce qui concerne what's the 30, when will the 30 billion come into being? Who asked me that question? Is it you? Yeah. I just want to know the language so I can, yeah. No, you know, the compacts, as you had in the communique, the heads of state went into the boardrooms and some of them asked for adjustment of the compact based on their own vision. There are also other partners in the room that say, okay, yeah, because I had a meeting with all the development partners who actually said there are other things that we should add here and there. So the compact, as you had in the communique, will be revised in each country. There will also be a lot of consultations as well to continue and make sure that the compact reflects the priority. I mean, I know they reflect the priority, but the ambition of the countries and the participation and inclusiveness of that compact. So that's what that work we will finalize. In terms of all the partners, we are fully committed. As the compacts are prepared, they will send them to us. You know, for us, we've committed $10 billion. We will, you know, I'm not going to announce it in public, but I told the President and the Minister, you know, how much we are willing to do. You know, you said it was 1.1 in billion CFA. No, but I'm saying in CFA. Hein? Oui, c'était 1600 milliards total. Ah, il a dit c'est 2,1 milliards d'euros. Et moi, il avait promis que la banque va soutenir le Sénégal avec 1 milliard d'euros. Pour ça, qui est plus de moitié des choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses qui sont concrètes et chacun prend ce qu'il peut faire. And the farm credit, c'est quel qui m'avait demandé la question? C'est vous, non? Hein? C'est pour le financement. Mais avant d'arriver, pour Egypt. Egypt is a very critical country in the global market for food imports, in particular for wheat. And because of the depreciation of the Egyptian currency, cost of import has actually gone up. Secondly, because of climate change, it has reduced the production of wheat in Egypt. And the cost of import has actually doubled. You know, Egypt is the largest importer of wheat in the world. I think last year you probably spent almost close to $8 billion importing wheat. But you see what has happened in Ethiopia. You see what has happened in Sudan. You see the opportunities you had from the president of Zimbabwe. You had from the president of Zambia about the potentials and all of that. What we are working on right now is how to ensure that we can secure not all, but some of the wheat demand of Egypt by optimizing the water of the Nile. We should not be having conflict over water when in fact we can have wheat water for peace. We can produce the wheat using the water of the Nile. Try also to secure long-term supply of wheat to meet some of the wheat demand of Egypt. So the point I'm trying to say is this. All the compacts that you had about, some of them, we have national compacts. There are going to be regional initiatives that are transnational that will allow us to meet the needs of other countries, such as Egypt. Egypt is very critical. And so we are actually, I've had discussions with the Prime Minister of Egypt. I've had discussion also with the government of Ethiopia. And we're talking to the international agricultural research centers. And the countries that are concerned, like Sudan, Ethiopia, Djibouti, and all of that,
And we are working on that. I can't give you more details now, but all I can tell you is that we think regional initiatives that secure food supply in the Horn of Africa is going to be a priority. And helping to meet some of the wheat demand in Egypt is going to be there. The other thing I want to say with Egypt is that during COP 27 in Sharm el-Sheikh, there's something called NOAFI, which is food, nexus for food, energy, and The African Development Bank was given the responsibility to help to mobilize resources for the water part. And we already doubled the amount that was done. We were asked to do was about $1.6 billion. We already helped to mobilize commitment of double that, $3.2 billion. Okay? And IFAD, which is our partner, is the one that was given the responsibility on agriculture. And so we are combining our forces to make sure that we can help Egypt to have the water it needs, use it well, but also increase the productivity. But I wanted you to know that we are going to have regional efforts that will help Egypt significantly, in addition to helping Egypt to produce more wheat itself inside of Egypt. The last question was on the issue of farm credit that you said, and also the issue of farmers. You might have noticed in my remarks in the plenary, I said the most important people in that room for me are the farmers, because the farmers produce the food. And so we are involving farmers heavily, and in all the compacts, in how it's implemented, the farmers and farmers organizations are going to be heavily involved in that. Now, the thing to bear in mind is in terms of finance, many people always say, well, we want credit to go to farmers, and yes. Well, here's what I would say. First, we will make sure that commercial financing institutions lend more to agriculture and lend across the agricultural value chain. So it's not just the farmers, it's a whole value chain. In the boardroom on Senegal, I raised, vous êtes francophone? Ah, ok, laisse-moi. Je vais vous expliquer. Dans le boardroom de le pacte de Sénégal, j'avais abordé cette question. Que la banque commerciale ne veut pas financer l'agriculture. Parce qu'il dit risque. Mais quand même, si vous rentrez dans un avion et vous boivez le vin et vous regardez la vidéo, vous êtes sur 30 000 mètres. Ça, c'est le plus dangereux risque que vous avez pris, mais vous dormez, vous regardez la vidéo. C'est parce que les gens viennent de risque. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas un risque qui compte, c'est la gestion des risques. Comment vous allez gérer les risques. C'est ça pour laquelle vous pouvez rentrer dans l'avion, on regarde les vidéos, c'est très risquant, hein? Mais c'est bien géré. Donc, d'abord, c'est qu'il faut on va créer pour le Sénégal, enfant, avec tous les partenaires de développement, enfant de garantie, de réduire les risques des systèmes financiers vers l'agriculture. Ça, c'est premier, c'est très important. Il faut avoir un effet de levier de ça. Et nous avons des expériences qui marchent très bien. Quand moi j'étais ministre de l'agriculture du Nigeria, nous avons mis en place 350 millions de dollars pour dérisquer tous les systèmes financiers du Nigeria vers l'agriculture. On a mobilisé 3,5 milliards de dollars vers l'agriculture. Et les taux de perte, moins de 1%. Les gens parlent, il y a des pertes. Si vous ne connaissez pas votre voisinage, vous allez c'est quoi ce que vous faites. Moi, j'ai commencé à neiger à mon âge. Maintenant, je serai 63 ans dans quelques jours. Mais à mon âge, parce que je voulais risquer la banque au cas où il y a un problème, comment on va neiger. Et il y a le coach qui m'avait dit, Président, allez dans l'autre côté de piscine.
Il dit, mais tu es fou quand même, comment ça? Je viens de faire ça il y a 2 jours. Il dit, non, écoutez, je suis là. Parce que c'est très profond là-bas. Et il dit, bon, je suis derrière toi. S'il y a un problème, je viens. Et je commençais comme ça, aller. Et longtemps, je suis là. Et juste avant d'arriver là-bas, il dit, mais il faut que je regarde s'il est là vraiment. Il n'était pas là. Il était de l'autre côté, mais il parlait dans l'eau. C'est ça que j'ai écouté. Donc, j'ai eu peur. Bon, il y avait un problème, un petit peu. Mais ce que je voudrais dire par ça, c'est que j'ai trouvé que l'aspect de piscine le plus profond, c'est ça le plus facile. Donc, si on ne gère pas la perception, ça crée des problèmes. Si vous connaissez ce que vous faites, si vous êtes un banquier, vous êtes là pour le système. Il faut dérisquer le système financier. Il faut établir les instruments qui sont appropriés aux paysans, appropriés aux chaînes de valeur. Il faut aussi avoir le système, ce que le ministre fait, que les systèmes de l'agriculture, il y a les infrastructures, toutes les choses qui vont réduire les risques, production, transport et tout cela, stockage, toutes les choses vont réduire les choses. Donc, il y aura ici, à Dakar, au Sénégal, on avait décidé ça avec tous les partenaires, un fonds de garantie qui va vraiment aider d'avoir les choses. Mais enfin, il faut que le gouvernement aussi donne la subvention pour réduire le taux d'intérêt, c'est ça. Parce que pour les banques, il faut avoir le taux de rentabilité pour pouvoir faire. Ils ne sont pas ONG, hein, c'est la banque. Mais chaque pays doit faire ce qu'il devrait faire pour diminuer ça. Je sais que monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire voulait dire quelque chose, voulait dire un mot, je ne sais pas. Mais merci d'être là pour nous. Et je pense que c'est ça que je voulais répondre. Et la topographie agricole, c'est le Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a peut-être des questions qui nous intéressent. Je terminerai par la dernière question. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est un problème. Moi-même, je viens du c'est qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile, les taux d'intérêt sont assez élevés. Et ça, c'est d'abord une chose, notamment au niveau du secteur de la microfinance. Et des initiatives existent pour amener des garanties, également bonifier les intérêts, des choses qui sont en train de se faire. Il faut peut-être augmenter l'échelle pour que ça puisse se faire à grande échelle. Ça, c'est des pratiques que nous connaissons. Mais comme vous l'avez dit, il faut aujourd'hui qu'on ose prendre le risque de financer l'agriculture. Il y a aussi une autre contrainte, c'est le financement de l'investissement. Ça aussi, c'est une vraie réalité dans le pays parce que les banques, vous savez, je prends des cas très simples. Donner aujourd'hui un forage qui est bien, qui est fait peut-être sur le maïs-séché, qui peut fonctionner pendant 20 ans, c'est difficile de trouver dans le système bancaire quelqu'un qui vous le finance sur plus de 5 ans. Donc ça pose problème et je pense que sur ça également, des réflexions sont en train d'être menées pour pousser les banques à financer l'investissement. Donc c'est vrai, pas à le niveau, mais je pense déjà au niveau local, comme il l'a dit, effectivement les banques locales, les banques commerciales doivent également pouvoir venir et également adapter le financement. Ça aussi c'est des réalités. Aujourd'hui, vous prenez dans un pays où l'essentiel des terres sont du domaine national, si les banques doivent exiger une garantie, une hypothèque réelle, ça veut dire qu'on exclut pratiquement enlever le risque pour que les gens osent financer, les banques osent financer en toute sérénité le secteur agricole. La cartographie agricole, effectivement, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui développer un système sans savoir qu'est-ce qui est mieux adapté à tel ou tel endroit. Mais vous devez quand même reconnaître avec moi que si vous citez le président Mamadou Dia, depuis lors il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. La recherche aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses. Donc vraiment, ce sera difficile de prendre ça comme référence absolue. Je vous donne un cas très simple que vous connaissez. Au Sénégal, il n'y a pas longtemps, on ne pensait même pas faire du riz pluvial. Aujourd'hui, 60% de notre riz est sur le pluvial. Donc ça montre que aussi les choses changent. Mais on ne peut pas effectivement développer un système de production sans pour autant tenir compte de ce qui peut se faire du mieux à tel ou tel endroit, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Ladies and gentlemen of the press, thank you so much for your time. Our guests are praised for an engagement, so allow them to leave. And thank you so much. Go tell this. Thank you.